Bonjour à tous. Alors nous allons d'abord et avant tout commencer par vous souhaiter ici une bonne année à tous nos vœux pour 2025, qui va être une année qui a bien commencé en fait, et qui va secouer effectivement, une année importante. Et on va commencer, puisque dans la foulée des assises de la souveraineté d'Arras en septembre, je pense que plusieurs d'entre vous y étaient, on avait lancé cette idée d'un grand projet souverainiste, du rassemblement bien sûr. On a ouvert les cahiers de projet, on a eu plein de retours extrêmement intéressants déjà et très concrets. On les ouvre aujourd'hui et nous faisons thème par thème des déplacements en France. Et aujourd'hui, c'est cette idée, quelle politique agricole et alimentaire pour la France libre? Quelle politique nous pourrons mettre une fois que nous serons débarrassés de l'Union européenne? Et quoi de mieux pour en parler qu'Anne-Marie Coustou, qui est référente du Lot et par ailleurs référente nationale pour l'agriculture pour les patriotes. Et Alexandre Pape, qui est agriculteur lui-même à la coordination rurale, qui est en Eure-et-Loire, et qui s'est battu cette semaine, qui je crois même qu'à cause d'un bonnet, il a fini en garde à vue. Voilà, pas de bonnet jaune. Voilà, sinon vous allez dans les geôles du régime. Voilà, merci à Cathy et à son équipe de nous accueillir pour cette magnifique réunion publique. Notre référente de Haute-Garonne, avec tous ses délégués, son équipe extraordinaire. J'étais venu il y a un peu plus de 2 ans. Nous étions 3 fois moins nombreux, on avait compté 3 fois moins nombreux il y a 2 ans. Bah écoutez, moi je prends, c'est tout. Les 2 ans, on triple, et même encore plus. C'est extrêmement bon signe pour notre mouvement et pour nos idées et nos valeurs, et on gagnera. Alors nous allons tout de suite commencer par notre table ronde. Par ailleurs, il y a l'ouverture du cahier de projet sur la politique agricole qui est là-bas au fond, pour moi, au fond à droite de la salle. Vous pouvez remplir pendant toute cette réunion ce cahier de projet pour nous donner vos idées sur la politique agricole et alimentaire, ce qui nourrit le projet des Patriotes. Donc n'hésitez pas, à chaque fois on y lit des choses extrêmement intéressantes qui vraiment nous donnent beaucoup d'idées très importantes, et donc il est là-bas à votre disposition. Il y aura une mise en ligne de cette table ronde par ailleurs sur notre chaîne YouTube des Patriotes, ainsi qu'un résumé sur le site, et donc l'idée c'est vraiment qu'on puisse aller de manière très concrète sur ce projet. Ensuite nous continuerons à parler, puisque l'après-midi ne s'arrêtera pas là. Ensuite je vous ferai une intervention plus générale sur ce début d'année. Nous pourrons discuter ensemble, reprendre les dédicaces et tout le reste. Bref, l'après-midi est chargé, et on va donc ne plus tarder pour commencer, ma chère Anne-Marie, cher Alexandre. Tiens, approche-toi là, je te fais peur. Ah oui, c'est vrai. Oh. Bon. Alors on va commencer tout de suite par le vif du sujet. Le 6 décembre dernier, notre chère Ursula, avant qu'elle n'ait sa pneumonie, là, aujourd'hui elle est au fond du lit. Ursula a signé à Montevideo l'accord de libre-échange Union Européenne-Mercosur. Et nous voyons aussi le problème sur les prix de PAC et toute la politique européenne sur l'agriculture. On va peut-être commencer honneur aux dames avec Anne-Marie Coustou. Chère Anne-Marie, si la France n'était pas dans l'Union européenne, est-ce qu'on pourrait avoir une autre politique commerciale et donc derrière une autre politique agricole? Oui, bonjour à tous. Effectivement, on pourrait avoir une politique radicalement différente. Bon, on va commencer par le problème des primes PAC, parce que bon, c'est ce qui inquiète parfois les agriculteurs. Effectivement, ils en ont besoin réel, parce que sinon, ça leur sert à garder la tête hors de l'eau, même si elles sont très faibles. Donc, les primes PAC, c'est très simple. Si on sort de l'Union européenne, elles sont relocalisées en France, parce que le logiciel, il est en France déjà, et puis on fera comme a fait le Royaume-Uni avec le Brexit. Et voilà. Et en plus, ça offrira l'immense avantage de pouvoir répartir de manière beaucoup plus équitable ces primes, puisque pour l'instant, ce sont surtout les très gros agriculteurs, on va dire plutôt les firmes agroalimentaires, et puis l'Angleterre,
le prince de Monaco, etc., qui raflent la plus grosse partie, et les agriculteurs se partagent le reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc en fait, on pourra le répartir plus équitablement en faveur des petits et des moyens paysans. Voilà. Donc déjà, ce problème-là, il sera réglé, mais plutôt de manière très favorable. Alors après, le Mercosur, c'est vraiment, on va dire, un révélateur du choix qui s'impose à nous. C'est soit le mondialisme, soit le patriotisme. Et le mondialisme, on a vu ce que ça donne, puisque le Mercosur en est un exemple parfait. Le mondialisme, si vous voulez, c'est le libre-échange complet, sans frein, sans entrave, ce qui veut dire qu'on met en concurrence des pays qui n'ont pas du tout les mêmes normes ni les mêmes réglementations. Et la France, les paysans français, ils sont complètement des victimes dans cette histoire-là, parce que eux, ils sont soumis à des normes et des réglementations très strictes. On va dire heureusement, parce que quand même la nourriture du coup elle est bien meilleure, et donc il ne faut pas y toucher. Mais si, il faut toucher à certaines normes qui sont complètement stupides, irrationnelles, qui n'apportent rien du tout. Et par contre, en face, on a des pays, le Brésil, l'Argentine, etc., qui, eux, n'ont pratiquement pas de normes. Donc, nos paysans, ils peuvent proposer des produits beaucoup moins chers. Et nos paysans sont obligés de s'aligner sur ces prix. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de faillites, parce que le Mercosur n'est pas le seul traité de libre-échange, il y en a plein d'autres. Donc, nos paysans ne peuvent pas s'aligner, ils ne peuvent pas lutter. Et c'est comme ça qu'on a plein de faillites. On a 27 faillites par jour et des conséquences absolument dramatiques de 2 agriculteurs qui se suicident chaque jour, ce qui est absolument scandaleux et insupportable. Donc ça, il faut y mettre fin le plus rapidement possible avec le Frexit. Mais certains disent qu'on pourrait peut-être faire pression sur l'Union européenne pour obtenir l'exception agriculturelle. Bon, ça c'est complètement faux. Dans la mesure d'abord où l'Union européenne a la compétence exclusive du commerce, donc elle ne changera pas, elle ne changera d'autant moins que le but de l'Union européenne, c'est justement de détruire, d'effacer les nations et de les inscrire dans ce commerce mondialisé. Et la seconde raison, c'est que l'Union européenne, elle est dirigée par l'Allemagne et que notre cher Ursula, qui est au service des grands industriels allemands, de l'automobile, des machines-outils, etc., ils ne veulent pas perdre ce marché immense que représente le Mercosur. Donc c'est sûr qu'ils ne reculeront pas, il faut arrêter de faire croire aux agriculteurs que peut-être on pourrait y arriver. Voilà, donc la seule solution, c'est donc le Frexit. Et avec le Frexit, qu'est-ce qu'on pourrait obtenir? On obtiendrait de retrouver nos frontières nationales, et grâce à cela, on pourrait mener une politique protectionniste, c'est-à-dire une politique qui permet de protéger les produits nationaux contre les produits importés qui, eux, seraient soumis à des taxes douanières. Voilà, c'est la chose la plus simple au monde et que beaucoup de pays pratiquent déjà et que nous pratiquions avant d'être dans l'Union européenne. Ça permettrait de donner à nos agriculteurs plus de revenus, parce que quand même ils le méritent, ils fournissent un travail formidable et ils nous donnent des produits de très haute qualité. Donc voilà, il faut les payer au juste prix. Voilà. Tout à fait, Marie, merci. Justement, tu prends l'exemple d'un pays protectionniste, la Suisse. Tu connais, Alexandre, le système agricole suisse. Ils produisent, toutes les semaines ils regardent, s'ils ont une production nationale agricole, s'ils en ont assez, ils mettent des taxes énormes sur l'importation. S'ils en ont pas assez, ils mettent des taxes à 0% pour que ça puisse rentrer librement. Je crois que c'est très pragmatique. Est-ce que c'est le genre de système que tu défendrais, toi qui es agriculteur, en combat, par ailleurs, en lutte, les Frexiteurs, parce qu'on te connaît, est-ce que c'est le genre de modèle que tu défendrais pour l'agriculture française? Oui, tout à fait. Déjà, ça nous donne une idée, une direction qu'on peut tout à fait travailler, parce que je pense que c'est effectivement une bonne solution. Il faut absolument qu'on vive de nos produits, de notre production, et après tout ce qui rentre en France, il faut que ça soit taxé quand on en a besoin, quand ça suffit. Excusez-moi. Quand il y a suffisamment de produits en France, c'est très bien, on n'en importe pas. Par contre, dès qu'on commence à en importer, on met des taxes pour que ça soit à la même hauteur que la vente de nos produits.
Je pense que ça c'est très important, et à la fin de l'année, éventuellement, on redistribue au monde agricole pour faire une cagnotte, une sorte de cagnotte, pour arriver à rétablir la notion des prix. Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'au niveau du Mercosur, pour revenir au niveau du Mercosur, c'est complètement scandaleux. Il faut savoir que le colza, par exemple le colza sur le Brésil, on n'avait pas le droit, nous en France, on n'a pas le droit de cultiver des colza OGM. C'est très bien, on n'a pas le droit, on en cultive. Quand on en cultive un petit peu, on a certaines personnes qui viennent nous les arracher et nous détruire les champs, tels qu'on voit pour le maïs, par exemple, OGM. Donc on fait, les paysans français respectent et on n'en fait pas. Par contre, nos amis mondialistes avaient trouvé des solutions. Ils rentraient des bateaux complets d'huile, donc c'était déjà en huile, et ça arrivait par bateau complet à Rouen, et c'était distribué notamment chez le Sieur. Donc en réalité, quand vous achetez votre huile le Sieur, eh bien c'était provenance de colza OGM. Et aujourd'hui, alors que ça vient tout juste d'être signé, là, il y a 15 jours, il y avait un bateau de 26 000 tonnes à Rouen qui déchargeait du colza OGM pour le groupe Avril, qui produit de l'huile. Et qui déjà le comptable alors le président, je crois qu'il porte un bonnet vert, je crois, mais les gens ne sont pas trop sûrs. Enfin, il sort beaucoup dans la régulièrement. On n'a pas beaucoup vu dans la lutte la semaine dernière. Non. Le président de groupe Avril, c'est le président de la FNSEA. Voilà. On a exactement le même problème. Là, j'ai vendu des lentilles la semaine dernière. La personne qui m'achète les lentilles me les a payées 900 € la tonne. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, on la trouve à 3,50 € le sac de lentilles sec dans nos supermarchés. Et là, il m'a dit comme ça, bah, écoute, l'année prochaine, Alexandre, ça sera 750 € la tonne. Je dis, ah bon, bah, il me dit, ça y est, les industriels français ont signé avec le Canada à 750 € la tonne. Résultat des courses, nous, on s'en sort plus. C'est terminé à 750 €, on gagne plus. On cultive, on ne gagne rien du tout. On perd même pouvoir de l'argent parce qu'on n'est pas sûr de faire des rendements corrects pour ça. En plus de ça, on a toutes les normes au niveau de la PAC, parce que je veux rectifier un petit peu, ce n'est pas des prix PAC, ce n'est pas des subventions, c'est des compensations. On compense, on nous donne de l'argent pour compenser la perte qu'on a. Au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, moi, pour mon exploitation de 132 hectares, ça fait 28 000 €. Donc on est loin du compte. Quand on a commencé en 1992, on touchait 55 000 €. Donc plus ça va, plus ça dépasse, plus ça diminue, ça diminue. Par contre, en 92, quand je vendais du blé, je vendais du blé à 190 € la tonne, 125 francs le quintal, 190 €. Aujourd'hui, ma coopérative me l'achète combien? 175 € la tonne. Votre baguette de pain, vous la payez combien? En 92, 30 centimes le kilo. Aujourd'hui, vous la payez combien? Je ne vais même pas vous donner le prix. Vous voyez? 1,10 €. 1,10 €, oui. 1,10 €. Et ça dépend. Voilà. Donc, la seule solution aujourd'hui, c'est de retourner la table à Bruxelles. Il faut mettre tout le monde dehors et revoir complètement la copie. Donc, on fait le Frexit, on sort de l'Europe, et après, on voit comment on repart. Je vais repartir sur toi, Alexandre, parce que tu me disais tout à l'heure, en plus, ils ont tout déstructuré, parce qu'avant, il y avait des cultures par région, c'était bien fait, et maintenant, à cause des orientations PAC, on vous pousse à faire tous la même chose, au même moment, etc., ce qui déstructure complètement la France agricole. Tu peux expliquer un petit peu tout ça, est-ce qu'on devrait faire à la place? Tout à fait. Il faut redonner à leur région, si vous voulez, leur culture. Par exemple, le foie gras. On est dans la région du foie gras ici. La France produit environ 20 000 tonnes de foie gras. Il y a 7 000 tonnes qui sont produites en dehors de la communauté européenne. C'est quelque chose d'inadmissible. En plus de ça, je ne vous explique pas la qualité du foie gras. Vous qui aimez bien la région, etc., c'est une catastrophe. Le prix du foie gras, ça tourne à peu près entre 100 et 150 € le kilo. Les produits qui arrivent, ils sont à 50, 80 €. C'est de la merde, pour dire comme Jean-Pierre Coff, si vous vous souvenez. On faut bouffer de la merde. Et
Moi, dans le temps, ma grand-mère élevait des vaches en Normandie. La Nièvre, c'était le charolais. Le Limousin, la limousine. Dans les Landes, c'était le maïs. Dans votre région, il y avait, comment dirais-je, des noix, des noisettes, il y avait les canards, voilà, il y avait encore des fruits, etc. La Beauce, c'était le blé. La Bretagne, c'était les choux-fleurs. La Normandie, enfin le nord de la France, c'était des pommes de terre. Aujourd'hui, les lentilles, puisque je vous parlais des lentilles tout à l'heure, c'était Clermont-Ferrand. La lentille de Clermont-Ferrand, la célèbre lentille de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, on fait des lentilles en Beauce. Alors que nous, en Beauce, on peut faire pousser du blé. Et si on avait un bon prix sur nos céréales, on ne s'embêterait pas à faire des lentilles, à faire des choses comme ça. Alors qu'on est en train de déséquilibrer la région de Clermont-Ferrand, on leur fait de la concurrence. Aujourd'hui en Beauce, on fait des pommes de terre, c'est exactement la même chose, on a complètement déséquilibré les plaines du Nord. Alors, après, pour des meilleures qualités, etc., des terres vierges, il faut mieux changer un petit peu. Mais on est en train de tout déséquilibrer et c'est une véritable catastrophe. Je reviens sur la PAC. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la PAC, il y a quelques années, on touchait une prime, c'était à l'hectare, une compensation, excusez-moi, vous voyez, une compensation qui était de l'ordre de 325 €. Donc on avait 130 hectares, on donnait 325 €, terminé, c'était le point barre, on est touché. Aujourd'hui, pour toucher ces 325 €, qui sont plus de 325 € maintenant, mais plutôt 280 €, il faut avoir des points. Alors moi, des points, j'étais pas bon à l'école, j'ai jamais eu de points, et encore moins des images. Donc, il faut les céréales, il faut plus de 20% de culture, et ça nous donne un point. Donc le blé, ça fait un point. Le maïs, ça nous fait un point. Les pommes de terre, ça nous fait un point. Donc ça, c'est ce qu'on fait régulièrement. Après, sur les céréales, c'est blé dur, blé tendre, enfin tout ça, c'est mélangé ensemble. Et il nous manque 2 points. Et pour avoir ces 2 points-là, il faut qu'on trouve des cultures un peu bizarroïdes qui vont dans nos terres. Alors, par exemple, la lentille, ça fait 1 point. Le tournesol, ça fait 1 point. D'ailleurs, le tournesol, avant en Beauce, on n'en voyait pas. C'était les Deux-Sèvres qui faisaient du tournesol, souvenez-vous. Donc, vous voyez, on est en train de déséquilibrer en même temps toute la région. Et je ne vous ai pas parlé des betteraves. Les betteraves extraordinaires. Les betteraves, aujourd'hui, toutes nos sucreries en France sont en train de fermer. Donc après, on en parlera, je pense, au niveau de la culture saine et biologique, enfin, sans raisonner, on va parler comme ça, mais on en parlera tout à l'heure. Mais tout ça, c'est des véritables catastrophes. Il faut arrêter tout ça. Et pour ça, le Frexit. Je crois que c'est clair. Au moins avec Alexandre, c'est clair. Non, mais c'est ce que je fais tous les jours. Parce qu'il le vit. C'est mon métier, c'est le vit. Et c'est vrai que je rajoute sur l'histoire de l'argent de PAC que je rappelle que la France verse chaque année 15 milliards en plus que ce qu'elle reçoit de l'Union européenne. Et dans ce qu'elle reçoit, il y a notamment la PAC. Donc en fait, il faut quand même expliquer à tous les agriculteurs qui auraient peur. D'abord, je pense qu'ils ont envie de vivre de leur boulot, pas de subvention, ce qui est quand même normal, de leur production. Et ensuite, il faut quand même rappeler qu'on donne beaucoup plus que ce qu'on reçoit, donc il n'y aura pas de problème de perte. Au contraire, on va gagner beaucoup d'argent avec le Frexit. Derrière ce sujet en trame, il y a la question de l'indépendance alimentaire nationale. Qu'est-ce qu'on peut proposer une fois qu'on est sorti de l'Union européenne? Quel est le modèle pour défendre l'indépendance alimentaire, ce qui devrait être la base normalement d'une politique agricole? C'est d'abord assurer l'indépendance alimentaire nationale. Anne-Marie, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Mais effectivement, l'autosuffisance alimentaire, c'est un point fondamental. Il est au centre de tout. Parce que quand on n'a plus l'indépendance alimentaire, on peut faire l'objet de pression, de chantage et de la part de pays étrangers dont on dépend pour les importations. Et même, ça peut aller jusqu'au chantage à la famine. Donc, il va falloir... et aujourd'hui, on en est loin. La France, qui était première puissance agricole en Europe et deuxième au niveau mondial, elle a complètement dévissé, dégrégolé. Aujourd'hui, nous importons la moitié de ce que nous mangeons. Avec des différences suivant les produits, céréales, fruits, légumes, etc. Mais c'est une moyenne, mais quand même, on importe la moitié. Donc, que pourrions-nous faire si on faisait le Frexit? D'abord, ce que je disais tout
à l'heure, ce que disait tout à l'heure Alexandre, c'est-à-dire décider qu'on n'importera que ce que nous ne pouvons pas produire chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde bien, on a tous les reliefs, tous les sols, tous les types de sols, tous les climats, y compris le climat tropical et équatorial avec les territoires d'outre-mer, donc on peut tout produire. Bon, dans l'immédiat, évidemment, ça n'est pas encore suffisant, il faudrait relancer, faire un grand plan de relance de l'agriculture, mais enfin, en tout cas, c'est faisable. Et par contre, il faudrait n'exporter que les produits dont la demande intérieure a été satisfaite. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on exporte des produits alors qu'en France, on n'en a pas suffisamment, et des produits de bonne qualité, et du coup, on est obligé d'importer des produits de l'étranger et des produits de moins bonne qualité, vous en doutez. Donc on est vraiment les dents de la face. Alors, après, il faudrait retrouver notre indépendance par rapport aux semenciers. Nous sommes dépendants des semenciers de deux manières. D'abord, au niveau des graines, puisque la plupart de nos agriculteurs aujourd'hui ne font plus du tout comme faisaient leurs parents, grands-parents, des semences fermières, c'est-à-dire on met de côté une partie de la récolte pour semer l'année suivante. Eh bien non, aujourd'hui, ils sont tenus d'acheter à des grands groupes comme Bayer, Monsanto, Syngenta, etc., des semences brevetées dont le brevet a été déposé, donc protégé par une loi, etc. Et tous les ans, ils sont obligés de leur acheter, et ça coûte très cher. Et en plus, ça nous tient à une situation de dépendance, bien évidemment. Si le pays refuse de nous les vendre, pour une raison ou une autre, voilà, on est mort. Bon, après, on est dépendant aussi d'eux parce que, vu que les cultures vivrières ne rapportaient plus suffisamment, alors les cultures vivrières, je rappelle, c'est les cultures qui permettent de nourrir la population. Eh bien, comme ça ne rapportait plus suffisamment avec toute cette concurrence déloyale qu'on a fait subir à nos paysans, du coup, un grand nombre d'entre eux se sont tournés vers les cultures de semences. Et notamment ici, dans le sud-ouest, il y en a énormément. On ne s'en rend pas compte parce qu'un champ de colza, c'est toujours un champ de colza, mais en fait, beaucoup ne sont pas destinés à l'alimentation, à des huiles par exemple. Non, ils sont destinés à vendre les semences aux semenciers, les mêmes, qui nous tiennent finalement d'un côté et de l'autre. On retrouve les mêmes de toute façon. Donc ça, il faudrait y mettre un terme, arrêter cette dépendance aux semences brevetées et revenir vers les semences vivrières. Et puis certaines aussi cultivent des plantes pour les faire des carburants verts, comme le colza, le tournesol, etc. Bon, ben ça, non, on n'est pas d'accord. Là, il faudrait absolument empêcher ça, et interdire ça. Et ça, on ne le peut pas tant qu'on est dans l'Union européenne. Il faut absolument en sortir. Voilà. Et puis voilà, tout ça, ça ne permet pas de nourrir la population. Ce sont des terres qui sont perdues pour l'alimentation. Donc, il faut changer la logique. Cela, évidemment, cela sous-entend qu'on fasse une grande bataille de l'agriculture pour relancer les productions, pour maintenir dans leurs fermes les agriculteurs qui sont en grande difficulté financière, pour remplacer tous ceux qui vont partir à la retraite, pour aider les jeunes à s'installer, et surtout qu'on garde nos terres. Voilà, et comme ça on pourra y arriver. C'est un grand plan de relance de l'agriculture qui ne pourra se faire que si on sort de l'Union européenne. Il est vrai, Marie, Alexandre, que l'agriculture pourrait être pourvoyeuse de beaucoup d'emplois en fait. Et il n'y a aucune raison de penser que ce secteur est forcément condamné à être déserté. Il n'y a aucune raison, parce que c'est un secteur pour combien stratégique et vital. Et on le sait tous les jours. Mais vous parliez des mondialistes tout à l'heure, ça me fait penser à Schwab qui avait cette phrase « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux ». Est-ce que c'est pas finalement derrière un projet de confiscation des terres qui apparaît? On a l'impression qu'on se débarrasse des agriculteurs, en tout cas en Europe, on le voit. C'est ce qu'avait voulu faire l'affreux Mark Rutte, qui est maintenant à la tête de l'OTAN aux Pays-Bas, où il voulait supprimer un tiers du cheptel en 3 ans. Est-ce que derrière, il n'y a pas une avidité de récupérer les terres,
On en parlait un petit peu tout à l'heure, Alexandre. Oui, tout à fait. Un chiffre, aujourd'hui, nous ne sommes plus en France que 400 000 agriculteurs. Il y a plus de 30% des gens comme moi, qui ont plus de 50 ans, qui vont prendre leur retraite d'ici 2020, 2025. Les pronostics, enfin, les statistiques que je vais dire, c'est 2050, 150 000 paysans. Et là, les terres, ça va être la catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer? Au jour d'aujourd'hui, sur mon canton, je vous parle de ce que je connais, que je vis tous les jours. Il y a une exploitation agricole. Nous, chez nous, les terres, ça vaut en cession, c'est le fonds de commerce qu'on vend. On regarde, on est propriétaire des terres ou pas, mais on vend le fonds de commerce, ça vaut environ entre 10 000 et 15 000 euros en fonction du matériel agricole qu'il y a dedans. Au jour d'aujourd'hui, il y a des fermes qui sont à côté de chez moi. Il n'y a pas de repreneur. Il n'y a pas de repreneur. J'ai un de mes voisins avec qui je milite tous les jours. On est sur les... Il a son bonnet jaune et on passe sur les barrages tous les jours ensemble. Il va prendre sa retraite dans 5 ans. La réflexion de son voisin, dépêche-toi de te vendre ma ferme, de vendre ta ferme, je te l'achète, parce que dans 5 ans, ta ferme, quand tu vas être à la retraite, ben, elle ne vaudra plus rien. C'est... Au jour d'aujourd'hui, on en arrive là. Et qui c'est qui va racheter ces terres? Ben, c'est les gros groupes, hein, c'est les fonds de pension. Ce qui se passe en Ukraine, hein, c'est les fonds de pension américains, BlackRock, les comment dirais-je, les Bill Gates et tous ces gens-là. Et nos coopératives, les très grosses coopératives, sont déjà en train de mettre la main mise par le biais des très gros groupes et des fonds de pension aussi par le biais de la FDSEA. Ils sont en train de mettre la main sur les terres. Alors naturellement, les bonnes terres, les mauvaises terres, ils vont les laisser. Donc qu'est-ce que ça va être? Des friches. C'est une véritable catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Le monde paysan ne va pas cultiver les terres pour que la France elle soit belle. Nous, on veut gagner quand même notre argent. Donc c'est un très gros problème qui va venir à terme. Souvenez-vous, 150 000 paysans pour nourrir 70 millions de personnes. On a environ 70 millions. C'est complètement aberrant. On était 1,2 million dans les années 80. Oui, mais tout à fait. Non, mais c'est sûr. Là-dessus, Marie, tu voulais ajouter des points? Oui, justement, je voulais dire par rapport à ce problème, c'est que la SAFER, qui est un organisme qui avait été créé au départ pour contrôler que les terres restent dédiées à l'agriculture, en fait, la SAFER, elle a été complètement dévoyée de sa mission première, puisque aujourd'hui, quand un agriculteur est endetté, et il y a 40% des agriculteurs qui sont endettés et qui sont en risque de faillite, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un service qui propose de les désendetter, en échange de quoi elle les exproprie, c'est-à-dire qu'elle leur reprend les terres et ils deviennent, c'est nouveau, hein, ils deviennent locataires de leurs terres, c'est-à-dire fermiers en fait, sur leurs propres terres. Et qu'est-ce qu'elle en fait derrière de ces terres? Elle les revend justement, alors au mieux à des plus gros agriculteurs du voisinage, ça c'est un moindre mal, mais au pire à des sociétés agroalimentaires, ou alors à des puissances étrangères ou à des fonds de pension. Voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement, on se lamente sur le sort de l'Ukraine, on aurait aimé de se préoccuper du sort de notre propre pays, où tout ça est Et puis il y a autre chose aussi, normalement, la SAFER devait, chaque fois que des terres sont comme ça vacantes, en vente, ou soit parce que l'agriculteur prend la retraite, soit parce que, bon, pour une raison ou une autre, et qu'on ne trouve pas repreneur, déjà on retrouverait repreneur si la situation qui est proposée aux jeunes agriculteurs était favorable, quoi. S'ils avaient des bons revenus, évidemment, ils n'hésiteraient pas, parce qu'ils aiment le métier quand même, les fils d'agriculteurs. Il y en a plein qui ne demanderaient pas mieux. Seulement, évidemment, quand ils voient ce qui les attend, bon. Donc, en fait, il faudrait arrêter la spéculation foncière, et notamment dans la périphérie des grandes métropoles, parce que la SAFER donne de plus en plus les terres pour des projets immobiliers, des projets de centres commerciaux, des lotissements, ou alors carrément des gros projets de tourisme, quoi, d'infrastructures touristiques. Eh bien non, il faudrait refuser ça absolument, parce qu'il faudrait recréer tout
autour des grandes métropoles, une ceinture maraîchère d'abord, parce qu'il faut nourrir la population des métropoles, c'est un problème essentiel, et au-delà de la ceinture maraîchère, une ceinture fruitière. Voilà, et ça signifie qu'il faut protéger les terres. Donc la SAFER doit être contrôlée. Il faut une reprise à main de la SAFER pour pouvoir maîtriser nos terres et les garder françaises. Voilà. Il y a un point aussi qui est choquant dans l'Union européenne, c'est les marchés publics. Parce qu'on entend à toutes les campagnes électorales, il faut qu'on mange français dans les cantines scolaires, etc. Je voudrais quand même rappeler une chose, c'est interdit par le Code des marchés publics de l'Union européenne. Vous n'avez pas le droit de mettre un critère national dans les appels d'offres et donc de privilégier votre agriculture locale ou nationale. C'est strictement interdit. Donc ça, c'est quand même aussi un point qu'il faut développer. Je vois deux points comme ça, les marchés publics et puis la machinerie agricole. Parce que j'ai plus le sentiment qu'on construise grand-chose non plus en France. On avait avant Renault, je crois qu'ils faisaient des... On en avait plein. Et aujourd'hui, moi j'ai vu des Finlandais, j'ai vu des Américains, j'ai pas vu beaucoup de Français. Et ça, on voit bien que c'est aussi une des conséquences de notre appartenance à l'Union. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus? Je ne sais pas si Alexandre ou Marie veulent commencer là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce point de vue-là, de la priorité nationale sur les marchés publics agricoles et industriels liés à l'agriculture qu'on ne peut pas faire aujourd'hui? Oui, effectivement, les derniers, nous avions beaucoup d'entreprises qui fabriquaient des tracteurs, comme Renault par exemple, les tracteurs jaunes, là, certaines les ont gardés, parce qu'ils sont de bonne qualité, ils se réparent plus facilement. Avec ces nouveaux tracteurs, c'est un gros problème, parce qu'en fait, ils les ont réglés pour une obsolescence très rapide, de 5 ans, et notamment sur tout ce qui est électronique. Alors, bon, l'électronique, nous on pense qu'il faudrait la supprimer parce que c'est un gadget et que ça sert à les tracer, à faire du traçage et de la surveillance par satellite. Donc, par contre, il faudrait reprendre, par exemple, le site Renault qui était au Mans, dans la Sarthe. Eh bien, il faudrait le reprendre. Il a employé quand même jusqu'à 3000 salariés et il n'a été lâché qu'en 2008. C'est assez récent, quoi. Et il y en avait plein d'autres comme ça, Poquelin, Bro, etc. Et il y en avait plein d'autres. Ça créerait des centaines de milliers d'emplois en réalité. Donc ça, il faudrait soit les racheter, parce que ce sont les Allemands les 3/4 du temps qui les ont rachetés, vous savez, les tracteurs classe, les tracteurs verts qu'on voit partout, soit d'autres marques, il faudrait les racheter ou les nationaliser, ni plus ni moins, et recréer une filière, parce qu'avec tous les équipementiers, il faudrait faire du matériel costaud, solide, et sans tous ces gadgets numériques voilà, qui ne servent à rien, si ce n'est à tracer les agriculteurs. Voilà. Merci Marie Alexandre. Sur la mécanisation agricole, effectivement, il n'y a plus grand-chose qui se fabriqué en grosses machines, c'est-à-dire tout ce qui est moissonneuses, batteuses et tracteurs en France. Renault a été effectivement racheté par le groupe Claas il y a maintenant quelques années. Claas est le 3e ou 4e constructeur européen, puisque c'est John Deere qui est le premier mondial. Derrière, c'est suivi par Fendt, McCormick, je crois en Fendt, McCormick qui doit être le deuxième, enfin peu importe, c'est une anecdote. Au jour d'aujourd'hui, il y a un gros problème sur la mécanisation, puisque, comme partout, tous les petits concessionnaires sont tous en train de disparaître les uns derrière les autres. Donc au jour d'aujourd'hui, les concessions de matériel agricole sont en train d'être rachetées par des gros groupes et des gros groupes de l'automobile. Même John Deere, dans notre secteur, ils ont été rachetés par un très gros groupe automobile. Et en discutant avec le patron, il nous a dit non, mais c'est très clair, un salarié qui répare une voiture en automobile, en concession, il est payé 130 €. Enfin, on facture 130 €. Nous, en agricole, on est facturé entre 70 et 80 € de l'heure. Il n'y a pas de raison qu'en agricole, vous ne payez pas le même prix. Donc, ce qui veut dire que d'ici quelques années, on va se retrouver avec des heures de main-d'œuvre entre 110, 120, 130, voire 150 €. En plus de ça, tous les tracteurs sont devenus entièrement électroniques. C'est merveilleux. On n'a plus de poussière dans les tracteurs, on a des GPS, ça se pilote tout seul. C'est absolument fantastique. Le seul problème, c'est que quand ça tombe en panne, on les laisse dans le champ et on n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Donc, les heures de main-d'œuvre sont hors de prix. Un tracteur aujourd'hui, ça vaut à peu près ça vaut 150 000 € pour un 150 chevaux.
Donc ça coûte quand même très cher. Aujourd'hui, on a la solution de faire de la location, etc., de tracteurs. Enfin, bon, la mécanisation commence à coûter très cher. Moi, pour ma part, depuis 1980, c'est pas récent, je fais travailler ce qu'on appelle une ETA, une entreprise de travaux agricoles, sur mon exploitation. Parce que moi, je suis pluriactif, j'ai un autre métier à côté. Et c'est comme ça qu'on a réussi à diminuer un petit peu les charges de mécanisation à l'hectare. Mais c'est évident que la mécanisation, les constructions, la main-d'œuvre et tout va poser de plus en plus de problèmes. Un petit peu comme partout, quand on est avec EDF, puisque nous on a l'arrosage. Dans le temps, quand on tombait en panne, le transformateur criait, on téléphonait. Il y avait le gars du canton du coin qui tenait l'agence EDF, qui venait nous dépanner. Aujourd'hui, on téléphone à une centrale où ça parle tout juste le français, je ne sais même pas où est-ce qu'on est. Et puis il nous dit, oui, on va essayer de vous dépanner d'ici une dizaine de jours si tout va bien. Voilà ce que c'est aujourd'hui notre métier, et ça devient de plus en plus problématique. Oui, à ce sujet, si on faisait le Frexit, on pourrait créer un réseau de réparateurs agréés. Il n'y aurait pas besoin, on ne serait pas sous la dépendance donc, de ces concessionnaires, parce que les pièces déjà sont très très chères, il faut les attendre, etc. Sachant que vous avez cité trois choses, les marchés agricoles, donc donner priorité à nos agriculteurs, c'est interdit par l'Union européenne, on pourrait le faire. La désindustrialisation, conséquence directe des politiques de libre-échange, de l'euro, etc. Donc on pourrait réindustrialiser. Et tu as cité EDF. Il y a bien un secteur qui a détruit complètement l'Union européenne, c'est l'énergie, et en particulier EDF. On a parlé abondamment ces dernières années, le marché européen a cité toutes les directives. Et donc là aussi, on voit bien que les sujets sont quand même intrinsèquement liés. Ça nous permettrait d'avoir une vision plus vertueuse de l'agriculture, puisque les agriculteurs français font beaucoup d'efforts sur les normes, sur les produits, etc., sur la protection animale. Il ne faut jamais opposer les agriculteurs et la protection animale. Je crois qu'aucun agriculteur n'a envie de maltraiter ses bêtes. Je pense que c'est mal comprendre les choses si on est dans cette vision-là. En revanche, se tourner vers des productions ukrainiennes avec 1 million de volailles par structure, ou brésilienne, là, effectivement, on va dégrader à la fois la qualité de ce qu'on a dans notre assiette, de ce qu'on met dans le sol, dans l'eau, et la manière dont on traite les animaux. Est-ce que tu vois une vertu aussi au circuit court pour cette qualité dans l'agriculture, cher Alexandre? Oui, alors de la ferme à la fourchette, de l'agriculteur à la fourchette, c'est quelque chose de possible, effectivement, ça marche très bien dans certains secteurs, souvent dans les petites exploitations, c'est comme ça qu'ils arrivent à s'en sortir d'ailleurs, et heureusement qu'ils ont ça. Près des villes, ça marche très bien. On voit de plus en plus d'ailleurs dans toutes les régions de France des distributeurs de pommes de terre, de pain, de viande, de légumes, de fruits et légumes, etc. C'est pas tout à fait vrai dans les régions qui sont plus éloignées. On a quand même beaucoup plus de difficultés. J'ai discuté avec Sébastien Béraud, que certains connaissent. Je vous remercie pour lui. Je vous remercie pour lui. Il était dimanche à la maison, on en discutait justement de ça, de cette problématique-là. Et il m'a dit, mais moi à la ferme, on produit trop de lait. On n'est pas capable de vendre notre lait directement. Souvenez-vous, moi quand j'étais gamin, il l'avait certainement fait, on allait chez l'agriculteur avec notre laitière et on achetait notre lait, et puis voilà, et c'était du crémeux là, c'était du bon lait, on savait ce que c'était du lait. Aujourd'hui, avec les telles productions qu'on fait, ça devient difficile. On est obligé de chercher une certaine rentabilité. Et de l'autre côté, pour la commercialisation, c'est plus dur, et donc on est obligé de faire effectivement des coopératives, etc. Donc ça devient compliqué. Et moi j'ai un problème avec mes pommes de terre. Mes pommes de terre, je travaille avec mon cousin. Moi je cultive 15 hectares. Au total, avec le groupement, il y a 100 hectares de pommes de terre. On fait à peu près une cinquantaine de tonnes à l'hectare. Donc vous voyez, ça fait 5000 tonnes de pommes de terre à commercialiser tous les ans. Vendre en filet de 5 kilos. Vous voyez, je vois qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans la salle, c'est génial d'ailleurs.
Et combien vous achetez de pommes de terre par an? En sac de 5 kilos, c'est qu'une question de 0, hein, 5 000, nous on les vend par 5 kilos, et on les vend 30 centimes du kilo. Ah oui, c'est au supermarché, vous les payez combien d'ailleurs? Donc vous voyez, là aussi il y a des très gros déséquilibres. Donc de l'agriculteur, de la ferme à la fourchette, c'est très bien, ça peut être un bon débouché, surtout je pense pour les petits agriculteurs qui sont dans le secteur des villes, avant malheureusement, tu disais tout à l'heure, avant qu'ils se fassent bouffer par des ronds-points, par des zones industrielles, etc. Ça peut faire un bon débouché, mais malheureusement, ça sera qu'un petit pourcentage du monde agricole sur des fermes plus importantes, un petit peu plus éloignées, et ça sera beaucoup plus compliqué, c'est ça le problème. Et je ne vous ai pas parlé pour le lait. Souvenez-vous, vous allez avec votre laitière, mais là, au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller avec votre laitière. Pourquoi? Les normes. Les normes. Si jamais on vous vendait du lait et qu'il soit intoxiqué, quoi que ce soit, c'est la catastrophe. Donc on ne va pas parler des normes, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais les normes, c'est catastrophique. Il faut des normes, effectivement, mais jusqu'où il faut des normes, ça devient un très gros problème aussi. Mais qu'on ouvre le marché à des pays où il n'y a pas maintenant. Voilà, on est vraiment dans l'hypocrisie la plus totale. Mercosur, Canada, Nouvelle-Zélande, Chili, et puis maintenant ils veulent ouvrir aussi les États-Unis, c'est ce qu'ils ont dit en Allemagne. Donc là il y a une hypocrisie totale, et c'est vrai que plus on reprendra le contrôle du commerce et de l'agriculture, plus on pourra, dans la limite du possible, parce que c'est vrai que c'est pas possible partout, mais faire le maximum de circuits courts, évidemment. Et c'est l'objectif que nous fixons. Mais en termes d'alimentation, les mondialistes ont d'autres idées pour nous. Par exemple, ils veulent nous mettre des insectes et des larves dans les assiettes. La chère Anne-Marie, Van der Leyen et Bill Gates sont très avancés là-dessus. Et puis je voudrais qu'on dise aussi un petit mot de la filière bois, qui est un sujet important. Oui, effectivement, l'Union européenne a déjà fait 2 directives pour autoriser les insectes, les familles d'insectes, de larves, de grillons et tout ça dans l'alimentation. Et en fait, ça n'est pas étiqueté, malgré ce qu'ils disent, puisque l'Union européenne veut supprimer l'étiquetage, y compris sur ça, mais y compris sur l'origine des produits. Parce que sinon, les Français, évidemment, ils choisiraient des produits faits en France. Donc là, c'est dans les tiroirs de supprimer l'origine des produits. Nous mangerons ce qui viendra du Brésil, là, de la nourriture frelatée, sans le savoir. Quoi, hein. Oui, alors il y a les insectes, il y a aussi la viande de laboratoire qui est infecte. Parce que quand on regarde comment tout ça a été produit, y compris les élevages de grillons, hein, parce que il y en avait un en France, il a fait faillite, on n'en va pleurer, mais bon, on en importe aussi, on en importe. Donc il y a ça, il y a toute cette alimentation dangereuse pour notre santé là, qui veulent nous imposer de manière subrepticement, on va dire. Mais il y a aussi, tu parlais tout à l'heure là, de l'élevage industriel, Florian. Bon, c'est vrai que tous ces traités de libre-échange, là, notamment avec le Mercosur, ça représente des fermes-usines verticales hein, de plusieurs étages, où les animaux sont entassés dans des conditions absolument abominables. Hein, et ils prennent une nourriture où il y a des OGM, où il y a des hormones de croissance, où il y a plein de choses absolument, plein d'antibiotiques, en fait, des horreurs. Il faut quand même rappeler que nous, les patriotes, nous avons mis dans notre charte, dès sa création, dès la création des patriotes, l'article 8, qui préconise, sur le bien-être animal, et qui préconise d'interdire les élevages industriels. Parce qu'il faut savoir aussi que M. Macron a dans les tiroirs un décret pour faciliter les installations de toutes ces horreurs que sont les éoliennes, ça aussi on va en parler, on n'a pas trop le temps, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques à perte de vue et les élevages industriels. Jusque-là, il y avait des enquêtes d'utilité publique et les autorités locales ont été consultées pour donner leur avis. Maintenant, ça va être terminé, ça. Hein. Ils vont pouvoir l'imposer par simple avis préfectoral. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, oui, voilà. Mais nous ce qu'on voudrait, c'est quand même une agriculture vertueuse avec
des exploitations à taille humaine, des exploitations familiales de préférence, en polyculture élevage, puisque grâce à ça, eh bien, déjà, on peut éviter de mettre plein de produits chimiques qui sont indispensables dans une agriculture beaucoup plus importante, avec des surfaces plus importantes. Donc déjà, ça résoudrait une bonne partie du problème. Et puis, on pourrait relancer la filière bois aussi. Parce qu'à l'heure actuelle, vous en avez peut-être entendu parler, M. Macron veut lancer une campagne 1 million d'arbres, planter 1 million d'arbres. Oui, mais ce qu'il oublie de nous dire, c'est que c'est 1 million de résineux pour l'exportation, pour vendre à la Chine. La Chine, après, transforme cela, fait des meubles qu'elle nous renvoie. Autrement dit, on retrouve le bois sous forme de meubles. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une filière meubles chez nous? Des meubles, du bois de chaparral. Tous ces ateliers, toutes ces usines qui ferment un petit peu partout. On pourrait recréer des scieries. Là aussi, des scieries, elles ferment. Il y a toute une filière à recréer. Parce que là, tout ça, c'est en train de mourir et c'est des dizaines de milliers d'emplois qui disparaissent comme ça. Voilà. Et on pourrait en dire beaucoup plus, mais bon, on n'a pas le temps. Non, mais c'est très vrai. C'est vrai que vendre du bois, des arbres directement à la Chine, qui nous revend du parquet ou des meubles derrière, c'est quand même absolument scandaleux. Et c'est un des grands objectifs que nous avons. Je voudrais qu'on conclue sur les modalités, puisque je commençais sur ton bonnet jaune, cher Alexandre, et ta garde à vue, ou de tes nombreuses gardes à vue, je ne sais pas. Pas encore. Mais je voudrais qu'on finisse sur les modalités politiques et syndicales de la nécessaire révolte paysanne. Et quand je dis révolte paysanne, ça doit être révolte de tout le peuple français. Parce que, évidemment, ils sont les premiers concernés, mais enfin on est tous concernés. Jusqu'à preuve du contraire, on a tous besoin de s'alimenter, on est tous concernés. Et d'ailleurs, je ne suis pas surpris de voir que dans les sondages, il y a toujours une immense, écrasante majorité de Français qui sont derrière les mouvements paysans. Malheureusement, dans le monde agricole et dans le monde syndical, il y a un problème avec, je crois, un syndicat quand même. Il faut quand même. Alors FNSEA, moi je pense qu'il faudrait, cette fédération nationale, il faudrait l'appeler, ça devrait être FNSEA, Fédération mondialiste. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle encore national, il n'y a rien de national du tout. Donc ça serait plus bien. Et parfois j'ai l'impression qu'il y a une timidité à vouloir nommer les choses, c'est-à-dire qu'il faut sortir de l'Union européenne. Et je crois que ça devrait être une très grande revendication qui devrait être affichée encore plus clairement pour mobiliser davantage et aller plus au cœur des sujets. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? Oui, alors effectivement, dans le monde agricole, au niveau syndical, c'est comme partout, c'est l'image en réalité du peuple français. Déjà, il y a à peu près la moitié des gens qui ne sont pas syndiqués du tout en agricole, donc, et qui ne vont pas voter dans les chambres. Ça pose un gros problème d'abstention. Il y a à peu près 18 à 22% de représentation par la FNSEA, la FDSEA, la FNSEA, et derrière, il y a la CR qui représente entre 12 et 15%, peut-être sur certains départements un peu plus. Et derrière, après, il y a la coordination paysanne, je crois. Et puis après, il y a d'autres aussi petits syndicats. Mais c'est sûr et certain que l'union fait la force. Nous, on a lancé un mouvement, enfin, la coordination rurale a lancé un mouvement il y a maintenant 15 jours, sur tous les réseaux sociaux, pour monter à Paris. C'était un mouvement où on a dit qu'on recevait tout le monde, il n'y avait pas de syndicat, on allait manifester pour le monde agricole, pour le peuple français. Et en réalité, on s'est aperçu qu'il n'y avait que nous qui y étions. Et on s'est fait nasser dans un coin d'un département, et puis on n'a pas pu bouger derrière, parce que là, c'est aussi le monde, comment ça s'appelle, j'ai perdu mon, c'est pas grave. Enfin bon, on était nassés, on n'a pas pu bouger, et voilà, on n'est pas suffisamment mobilisés au jour d'aujourd'hui. Je pense que si on veut arriver à faire quelque chose, il va falloir d'abord qu'on dépose tous nos drapeaux, syndiqués, non syndiqués, et tout, et qu'on agisse tous ensemble pour essayer de renverser d'abord un parti, mais derrière, tout se passe à Bruxelles. Tout se passe à Bruxelles. C'est à Bruxelles, si vous voulez, où c'est là où on aura le fameux d'histoire. Donc ça va être compliqué à faire, mais de toute façon, je pense que ça va être un bien pour un mal.
ou un mal pour un bien, comme on veut, mais il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe. De toute façon, 2025 va être une grande année, parce que là, on voit que la bouillotte, la marmite bouille de plus en plus, le couvercle bouge de plus en plus sur la casserole, et à un moment ou à un autre, tout ça, ça va sauter. Oui, on a vu la difficulté, effectivement, on a essayé d'être présent quand on pouvait, mais c'est pas facile du tout, on a constaté aussi. Et puis c'est vrai qu'on n'avait pas les informations en temps réel, on a essayé de les avoir, mais c'était compliqué pour informer tout le monde. Malgré tout, on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour soutenir le mouvement. Et je pense que les gens qui se sont mobilisés sont très courageux, il faut le dire, ce sont des gens courageux. Moi j'ai discuté avec eux, c'est des gens remarquables. Et que contrairement à ce que le pouvoir dit, le pouvoir n'est pas avec les agriculteurs. Le pouvoir n'est pas contre le Mercosur. Nous, on l'avait constaté, on avait fait une mobilisation contre le Mercosur en novembre dernier. On s'est retrouvés avec les deux amis qui travaillent avec moi, Pierrick et Tamila, qui se sont retrouvés en garde à vue, parce qu'ils avaient une affiche anti-Mercosur. Et ensuite, on a vu nos agriculteurs qui ont reçu des amendes pour des bonnets jaunes et se retrouvent en garde à vue. Donc le pouvoir n'est pas avec les agriculteurs. Voilà, le pouvoir, il est contre les agriculteurs. Sinon, on ne leur envoie pas les blindés de la gendarmerie, les centaures, et on ne les met pas en garde à vue si on est vraiment avec eux. Il faut être cohérent. Voilà, ils ne sont pas avec eux. Ils sont contre eux, et c'est normal, parce qu'ils sont du côté de l'Union européenne et des mondialistes. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. On est dans un pays aujourd'hui de dictature. On est aujourd'hui dans un pays de dictature. Totalement. C'est une dictature, bien sûr que c'est une dictature. C'est évident. Ils n'ont pas un comportement normal, ils ne vous ont même pas donné le droit de manifester. Et nous, je peux vous dire, je fais un hors-sujet, mais sur nos manifs, on a de plus en plus de difficultés. Des interdictions, des drones qu'on nous met, des amendes, etc. On glisse très très vite dans la dictature, mais ce qui est signe aussi que ce régime, il arrive au bout du bout. Voilà, que c'est la fin de cette affaire, et que ça va se finir en folie totale. Ils sont dans la folie totale, et donc on va les mettre à terre, on va les dégager. Merci Florian de me laisser le mot de la fin, pratiquement. Oui, on a dit qu'il fallait que les agriculteurs soient tous unis et qu'ils mettent leur bannière de côté, parce qu'à la base, quand même, ils sont tous d'accord là-dessus, quoi. On a dit qu'il fallait appeler la population à les soutenir, et ça, on est prêt à le faire, et on est vraiment tout à fait d'accord là-dessus, on attend que ça. Et la dernière chose, merci Florian de me laisser le dire, il faut absolument que les agriculteurs mettent en avant sur leur tracteur, sur les pancartes, à l'avant de leur tracteur, le mot d'ordre qui est le Frexit. Et je voulais rajouter aussi qu'il y a quelques années, c'était le ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Il ne faut pas oublier aussi nos pêcheurs. Les pêcheurs qui sont exactement pareils que nous. Et puisque tu parles de pêcheurs, n'oublions pas nos pêcheurs d'outre-mer et tous nos agriculteurs d'outre-mer. Tout ça, vous pouvez également. Merci à vous deux. On est là pour discuter ensemble avec vous. Vous êtes là pour échanger ensuite. Donc moi, je vais continuer. Il y a le cahier de projet là-bas sur l'agriculture et sur la pêche, bien évidemment pour la suite. Donc n'oubliez pas. Et Anne-Marie et Alexandre sont à votre disposition par ailleurs pour vous balader, pour discuter avec les gens et voir. On va continuer immédiatement. Ça nous permettra d'avoir plus de temps derrière pour discuter ça après. Ça nous permettra d'avoir plus de temps pour discuter ensuite tous ensemble. Merci à vous tous, merci à Marie, merci à Alexandre. Vive l'agriculture et les agriculteurs français.